Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique pour un nouveau numéro pour tenter de décrypter toute l'actualité lyonnaise de la semaine. Et alors autour de la table, on retrouve nos experts avec à ma gauche l'ancien élu écologiste Étienne Tête. Bonjour Étienne. Bonjour. À vos côtés pour sa première, Emmanuel Hamelin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes ancien député du Rhône et délégué départemental d'Agir, la droite constructive. Et puis face à vous, mon confrère Gérard Angel qui est visiblement impatient que ça commence. Eh bien oui, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Allez, le sommaire avant de débuter, nous évoquerons durant cette émission les sujets suivants. Élection du président des Républicains du Rhône. L'alliance passée avec Gérard Collomb a-t-elle divisé la droite lyonnaise? Le magazine municipal va changer de nom. Féminiser Lyon citoyen est-il vraiment la priorité? Repas secret dans les restaurants lyonnais, c'est un scandale ou bien de la survie? Et enfin, on évoquera la vaccination clandestine, entre guillemets, à Lyon. Quand s'arrêtera l'hypocrisie? Alors on ne sait pas encore si on votera en juin pour les élections régionales et départementales. Mais il y a bien un scrutin qui est prévu la semaine prochaine, qui se tiendra les 12 et 14 avril. C'est celui qui désignera le président des Républicains du Rhône et de la métropole de Lyon. Ils ont le choix, les militants, entre le président sortant, Alexandre Vincendet, maire de Rieux, et puis son opposant, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Morauge. Gérard, on va commencer avec vous. Est-ce que le bilan d'Alexandre Vincendet est si catastrophique qu'un opposant a dû lui être trouvé? Alors, je pense que les militants LR, les militants républicains, sont finalement aujourd'hui très peu nombreux. Les effectifs se sont écroulés au fil du temps. Donc aujourd'hui, c'est une élection qui intéresse finalement assez peu de monde. Vincendet est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a probablement su, au cours de son mandat de président, faire adhérer ses amis. Donc, de deux choses l'une, ou il gagne cette élection, et c'est logique, ou il la perd, et ça sera la preuve quand même qu'il n'a pas été très bon. Il essaye de mettre un problème politique sur cette élection en disant « Moi, j'étais contre l'alliance avec Gérard Collomb, avec les troupes de Gérard Collomb au second tour des municipales et des métropolitaines, alors que M. Morauge, qui est son adversaire, lui, l'a fait, cette alliance. » Je pense que c'est un débat un peu artificiel et que la réalité des choses, c'est que c'est deux personnalités qui veulent tous les deux la place. M. Jérôme Morauge, lui, la veut surtout parce que c'est le président de la région, Laurent Wauquiez, qui le pousse pour avoir la peau de Vincendet, puisque l'entente entre Vincendet et le président de la région, Wauquiez, n'a jamais été très bonne. Emmanuel, vous avez quitté les Républicains en 2018, parce qu'à l'époque, vous ne vous retrouviez plus dans la direction qui était prise par Laurent Wauquiez à l'époque. Est-ce que ça vous rendrait triste de voir la droite se diviser? Parce que quoi qu'ils en disent tous, forcément, quand il y a deux opposants, il y a deux camps et donc des tensions. Est-ce que ça vous rendrait triste ou ça vous passe au-dessus désormais? Non, ça me concerne un peu, même si je ne suis plus dans ce mouvement LR. J'y compte beaucoup d'amis et je regarde avec un peu de désolation la manière dont les choses se déroulent. Dans cette petite guérilla qu'il y a en ce moment pour la présidence de la fédération, j'aurais pas tout à fait la même sévérité que Gérard Angel sur le sujet. Je considère effectivement qu'il y a deux personnalités différentes sur deux lignes différentes, qui se sont très souvent opposés au sein des Républicains. Alexandre Vincendet ne s'en est pas caché. Sa campagne repose sur le fait qu'il s'est opposé au moment des municipales et des métropolitaines à l'accord entre LR et Gérard Collomb. Ce en quoi je pense qu'il a raison, puisque c'est une des raisons principales de l'échec et de Gérard Collomb et de LR. Le même phénomène s'est d'ailleurs produit dans d'autres lieux et d'autres endroits, comme notamment à Bordeaux. Et tout ça a créé de grosses difficultés au sein même de LR. Parce que beaucoup de militants, évidemment, ils ne sont jamais contents quand ils subissent une défaite. Mais en plus, beaucoup n'ont pas compris cette alliance qui était contre nature, qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, comme si on voulait absolument conserver son petit siège, etc. Il n'y avait rien de grand, il n'y avait rien de motivant ou d'enthousiasmant dans cet accord-là. Donc, effectivement, ça n'a pas plu à tout le monde, et ce qui peut expliquer peut-être la candidature de Morauge aujourd'hui contre Vincendet. Ensuite, évidemment, dire que si Vincendet est battu, c'est qu'il n'aura pas fait le job, moi je ne pense pas. Je crois que dans tout le pays, LR est en décomposition au niveau des forces militantes.
il y a très peu d'adhésion. Tout ça s'est écroulé depuis les dernières présidentielles de manière forte, importante. Moi, j'ai connu sur la Fédération du Rhône des 12 000, 13 000 adhérents sur le département. Aujourd'hui, ça tourne autour de 2 000, donc ça n'a plus rien à voir. Donc on ne peut pas imputer ça à Alexandre Vincendet, qui a fait le job plutôt correctement. Mais effectivement, il y aura un choix entre deux lignes. Deux lignes qui s'affrontent, une qui a soutenu, participé à des accords entre Gérard Collomb et LR, et l'autre, celle de Vincendet, qui s'y est opposée, ce qui lui a valu d'avoir un adversaire pendant cette élection. Si on reste avec vous, Emmanuel, vous étiez parti en disant notamment que Laurent Wauquiez n'était pas assez rassembleur à l'époque. On voit que là, il a tenté quelque chose de rassembler, de faire une alliance. Ça n'a pas marché du tout. Finalement, c'était mieux quand il était plus sectaire? Pas du tout. Je pense qu'il faut que les choses elles se fassent dans l'ordre et elles se fassent de manière cohérente. Moi, j'ai quitté LR, effectivement, puisque la Manif pour tous avait pris un poids très important. La ligne... vous avez quitté LR aussi parce qu'on ne vous a pas donné l'investiture aux législatives. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas quitté. C'était bien après cet épisode-là. Hein. Si j'avais dû quitter pour cette raison-là, je serais parti bien avant. Ce qui n'a pas été le cas. Donc moi, j'ai été fidèle à mon parti pendant des années, puisque j'ai toujours été dans cette famille politique. Mais comme beaucoup... je ne me retrouvais pas à ce moment-là, et encore aujourd'hui, sur la ligne politique ou sur la stratégie politique. On voit bien, ce mouvement n'a plus de chef, ce mouvement n'a plus de leader, c'est des guérillas entre des lieutenants, tout ça ne donne pas une image extrêmement valorisante. C'est une opposition quasi systématique, alors que nombre de membres du gouvernement, y compris au plus haut niveau à Matignon, sont issus de ces rangs des Républicains. Donc je ne suis pas un cas isolé en ayant quitté les Républicains, je l'ai fait comme beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, je ne renie pas le fait d'avoir soutenu au deuxième tour Emmanuel Macron, alors qu'à l'époque, je vous rappelle, la ligne de Wauquiez, c'était le nini face au Front National. Ça, c'était des choses qui ont été des marqueurs pour moi, qui ont fait que je sois parti de ce mouvement-là, mais rien à voir avec des petites cuisines internes. Vous savez, on a des investitures, on n'en a pas. J'ai eu mon lot des deux dans ce mouvement-là, mais ça n'a pas du tout influencé le fait que je sois parti ou pas. Étienne Tête, on ne vous a pas encore entendu. Alors c'est difficile de parler de la tambouille d'un autre parti politique que le vôtre. C'est très difficile de parler de la tambouille des autres. J'arriverai pas à dire autant de mal que mon voisin de gauche, qui est pourtant à ma droite. Mais voilà. Si je veux faire juste un commentaire, juste un commentaire. La première, c'est que c'est une erreur politique de Gérard Collomb qui a terni son image dans cette affaire et dans cette alliance. Mais la droite a été globalement gagnante. Je veux dire, après, en termes de tambouille, si on regarde les résultats et d'un certain nombre de circonscriptions, ils ont gagné des sièges à la métropole. Parce que quand on est dans un système purement tambouille, de proportionnel sur la moitié des sièges de chaque agglomération, de chaque grande circonscription, et qu'il y a peu de sièges à répartir, il faut absolument se rassembler au deuxième tour pour gagner des sièges. Et quand on fait les calculs, ils ont gagné des sièges. Et même sur des villes comme Meyzieux, qui ont gagné la ville à très peu. C'est quand même plus facile de faire voter un électorat de Collomb au deuxième tour pour le maire de Meyzieux, qu'il se sentirait plus libre de voter pour un autre candidat, dans la mesure où effectivement il n'était pas représenté au deuxième tour, alors qu'il l'était implicitement. Non, je crois qu'ils ont sauvé des mairies comme Meyzieux, je pense qu'ils ont sauvé un siège par-ci, par-là. Donc en termes de tambouille, la droite a été gagnante, c'était un bon choix de tambouille de droite, et un mauvais choix d'image de Gérard Collomb. Autour de la table, on n'est pas d'accord, mais... je vous donnerai les chiffres. On va peut-être pas passer notre débat à parler des Républicains qui ne représentent plus grand-chose quand même. Et là-dessus, au moins, on est d'accord. Pour conclure, Gérard, un mot rapide. Le vote, c'est donc lundi. Jérôme Moreau semble avoir quand même le plus de soutien, en tout cas le plus de soutien très important. C'est lui qui va gagner? Alors là, je suis incapable de vous le dire. La seule chose... Faites un pari quand même, allez. Pardon? Un pari. Vous êtes fort en pari en plus. Ah oui, pour les perdre? C'est ce que vous vouliez dire. Ah là, voilà, non, mais je pense que si on est dans logique, le président sortant, s'il n'a pas été capable de faire adhérer ses copains depuis quelques années qu'il est à la tête des Républicains, il ne mérite pas de l'être. Donc s'il perd, eh bien il ne mérite pas d'être le président des Républicains. Il n'a peut-être pas assez de cousins. Il n'a peut-être pas assez de cousins, mais enfin bon, j'espère que la droite, c'est une grande famille. Enfin, beaucoup de ses amis qui l'avaient fait adhérer vont peut-être voter pour Moreau. Donc c'est pas une histoire d'avoir fait venir ses amis ou pas faire venir ses amis.
c'est de savoir, dans ses amis, ceux qui vont rester fidèles à Vincent Day. Voilà. Comme vous restez fidèle à mes idées. À vos idées. Allez, on avance. Deuxième sujet du jour. Depuis mardi, vous pouvez voter sur le site de la ville de Lyon pour changer le nom du magazine mensuel gratuit. Vous le connaissez sûrement si vous habitez à Lyon, c'est Lyon Citoyen. Alors 4 choix sont disponibles, donc vous pouvez conserver Lyon Citoyen, vous pouvez le féminiser en Lyon Citoyenne. Il y a aussi Au fil de Lyon, en référence probablement à l'histoire des canuts. Et puis Lyon, c'est vous, on dirait le nom d'une liste aux élections municipales. Alors avant d'évoquer la préférence annoncée du maire, est-ce que, messieurs, c'est la vraie urgence en ce moment de changer le nom de ce magazine gratuit ? Les écologistes sont en train de nous montrer qu'ils sont totalement à côté de la plaque, qui s'occupent de choses ridicules, microscopiques, alors qu'il y a des enjeux en termes de sécurité, en termes sanitaires. Et là, vous vous occupez de savoir quel va être le rêve des gamins. Jusqu'à présent, vous vouliez changer notre vie, c'est déjà une chose, tout le monde n'est pas d'accord. Et maintenant, vous en prenez à nos rêves. C'est invraisemblable. Lyon citoyen, Lyon citoyenne. Attendez, occupez-vous de l'urgence plutôt que de venir... J'allais employer un terme par respect pour ceux qui nous écoutent. Je ne l'emploierai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous vous occupez des coléoptères de façon pour le moins étonnante. Étienne, vous avez quelque chose à répondre ? Non, mais... Vous n'êtes pas à l'aise. Pas du tout. Pas du tout à l'aise. Pas du tout, je suis très à l'aise. Je crois effectivement que ce n'est pas la priorité. Je crois que le sentiment d'innovation est inversement proportionnel à sa culture, parce que globalement, ce que fait la nouvelle mairie, c'est ce qu'a fait Michel Noir. Sous Michel Noir, c'était C9 à Lyon. Sous Raymond Barre, c'était Lyon Cité. Sous Gérard Collomb, c'est Lyon Citoyen. Donc la tradition des maires à Lyon, c'est de changer le nom du bulletin municipal. Ça n'a rien d'innovant, ça n'a rien de passionnant. Lyon citoyen, Lyon citoyenne, c'est ridicule. Mais effectivement, c'est déjà fait. La région Rhône-Alpes s'est appelée Rhône-Alpes la citoyenne en 2004 sous Jean-Jacques Kerran. Voilà, bon. Moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas la priorité. Je pense que ce n'est pas le meilleur élément de communication de la ville de Lyon, qui a fait des choses bien meilleures en termes de communication pour parler aux citoyens. Voilà. S'ils font ça, moi je pense qu'effectivement, le choix des noms n'est pas terrible non plus, mais je ne suis pas un communicant. Voilà, laissons passer aux choses plus importantes, quoi. Grégory Doucet, lui, a fait fuiter sa préférence pour Lyon Citoyenne, pour féminiser, probablement pour donner davantage d'égalité femmes-hommes. Oui, mais ça c'est une vraie fausse bonne idée, très, très sincèrement. C'est même pas une bonne idée du tout. Mais non, parce que Lyon est déjà un mot féminin. Lyon citoyenne, les gens vont pas comprendre que c'est la citoyenne femme. Ça va être la ville qui sera citoyenne, comme Rhône-Alpes, la citoyenne. Donc, bon, voilà, on a le problème de féminiser les mots. C'est un vrai souci là où on peut le faire. Là, ça n'a pas de sens. Et puis, c'était pas la priorité, voilà. Et j'allais dire, il y a des tas de journaux qui ont des histoires. Est-ce qu'on sait aujourd'hui vraiment pourquoi le Figaro s'appelle le Figaro ? C'est un journal qui a 200 ans environ, à la louche. Bon, c'est un personnage de Beaumarchais. Pour la plupart des gens, ils lisent le Figaro. Ça a une histoire et on n'a pas besoin de changer le nom. L'important, c'est les contenus. C'est pas le titre d'un journal qu'on change en permanence. Emmanuel, sur ce dossier de changer le nom et sur... l'égalité femmes-hommes, ça vous parle ? Alors, l'égalité femmes-hommes, ça c'est un autre sujet, mais sur le changement de nom, je suis d'accord avec Étienne Tête, tous les maires ont fait leur propre marque au niveau de l'affichage de ce journal. Sauf que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. On n'était pas tous confinés dans des situations d'une crise sanitaire majeure, etc., où effectivement ils ont pu changer le nom, mais sans forcément en faire un événement. Là, on en fait un événement. On demande aux Lyonnais de voter. C'est quand même pas neutre. Et alors, pas qu'aux Lyonnais, parce que comme c'est sur Internet, n'importe qui sur la planète peut voter. Si ça annonce qu'il y aura des référendums sur des sujets plus importants, je trouve ça positif. Alors, à ce moment-là... Mais effectivement, il faut arrêter de dire qu'on veut faire voter les Lyonnais, on les fait voter jamais sur rien. Donc là, il y a un premier pas. C'est le seul point positif, c'est qu'on va faire voter les Lyonnais. Ça, c'est le point positif. Le choix... Moi, je pense qu'il y aurait eu plus de choix, ça aurait été mieux, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Après, il faut positiver, c'est de dire, bon, puisqu'on veut faire parler les citoyens, il faudra que cet exemple serve pour d'autres choix. Enfin,
tiennent tête. On ne peut pas dire une chose pareille. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait voter quand vous avez le pouvoir ? Je n'ai jamais été dans la majorité, ni à la ville, ni à la métropole. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais à la région. Mais à la région... si, vous étiez dans la majorité. À la région, vous l'avez oublié ? Pendant très peu de temps, sous Camparini, puisque... oui. Mais je n'étais pas dans l'exécutif. C'était très bien. C'était peut-être la meilleure candidate de droite. Je n'ai pas été dans l'exécutif. J'avais refusé cette proposition. Mais je soutenais tout à fait Anne-Marie Camparini. Mais pour revenir à cette initiative, franchement, je suis pour la démocratie participative. C'est toujours une très belle idée. Sauf que vous dites, on va mettre ça en place et on va le faire avec un premier jet sur le nom du journal municipal. Franchement, autant démarrer tout de suite sur quelque chose qui a de la gueule, qui est sérieux, qui a du sens. Enfin... Si c'est pour dire on fait de la démocratie participative et le faire en prenant comme exemple le titre du journal municipal, franchement, c'est un peu dire on se fout de vous. Cette histoire de dire on fait de la démocratie participative, mais en réalité on n'en fait pas. C'est-à-dire c'est sur un sujet qui ne préoccupe absolument personne. Donc créer un événement en disant on voyait comme on fait, comme on est, on va écouter tout le monde, c'est ce qu'on avait dit pendant la campagne, etc. Enfin on les écoute sur le titre du journal, alors qu'il y a bien des sujets sur lesquels les Lyonnais aimeraient s'exprimer, sur la sécurité, les voies cyclables, sur la crise sanitaire, sur tout un tas de sujets qui ne sont jamais abordés par cette équipe municipale. On ne les entend jamais. Par contre, on les voit, alors que tout le monde est confiné, le maire Grégory Doucet en première ligne dans une manifestation où il y a des centaines de personnes. Franchement, tout ça n'est pas sérieux. On peut défendre des idées tout en respectant aussi un protocole sanitaire tel qu'il est décidé par la République, et on peut faire de la démocratie participative en demandant aux Lyonnais de s'exprimer sur des sujets qui les concernent, qui sont des sujets importants et non pas accessoires. En tout cas, vous n'avez pas changé. Dans la même phrase, vous avez dit l'inverse et ce contraire. Il faut faire voter les gens sur la crise sanitaire, mais il faut respecter les décisions de l'État républicain. Donc vous dites à la fois l'inverse et l'inverse. Soit vous faites voter les gens pour qu'ils prennent des positions différentes du gouvernement, soit vous respectez le gouvernement. Mais ça, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Mais on peut respecter le gouvernement. Vous n'avez pas changé. On peut respecter le gouvernement et solliciter l'avis des Lyonnais sur d'autres sujets, comme notamment la vaccination. Est-ce que je peux vous dire un tout petit mot sur ce sujet ? Ça fait des années que je suis journaliste et que je m'intéresse à la politique. Ça fait des années que j'entends à droite et à gauche la promesse extraordinaire qu'on va faire des référendums locaux pour prendre l'avis des gens. Et depuis 20-30 ans, je n'ai jamais rien vu venir et je ne serais pas étonné qu'il en aille de même cette fois-ci et qu'on n'ait pas plus de référendums dans le mandat là que l'on en a eu dans les précédents, qu'ils soient de droite ou de gauche. Allez, je conclue sur le sujet avec une note légère. Je m'adresse aux personnes qui vont aller voter sur le site de la ville de Lyon. Ne votez pas pour Lyon, c'est vous. La ville de Lyon n'a pas fait de recherche. C'est le nom qui a été choisi pour l'édition 2021 du Petit Paumé. Donc voilà, évitez à la ville de Lyon des problèmes juridiques. On change d'univers avec notre troisième sujet qui fait polémique. Vous n'avez pas contrôlé l'INPI ? Non. Gérard Collomb avait fait la même chose puisque c'est moi-même qui lui ai montré qu'on avait un problème d'INPI avec la fameuse affaire des lions. Donc on envoie des très beaux spécimens à l'entrée. Il faudra faire passer une note à Grégory Doucet. Troisième sujet donc qui fait polémique dans les médias nationaux, ce sont les fameux repas clandestins, que ce soit dans des restaurants privés fermés ou avec des chefs à domicile. Alors on s'est beaucoup concentré dans la presse sur les repas à Paris. Il est évident qu'à Lyon, il y en a également. Autour de la table, vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler, d'y participer peut-être. Gérard, vous échangez souvent avec des élus, des décideurs. C'est un phénomène qui est très répandu à Lyon depuis un an ou pas du tout ? Alors je ne peux pas répondre si c'est répandu, très répandu ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu un jour par SMS une invitation dans un restaurant connu de Lyon pour participer à un dîner. Je peux même vous dire que c'était un pot-au-feu à 50 €. J'ai décliné l'invitation pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que ça serait manquer de respect vis-à-vis de la population d'aller se goberger alors qu'on dit aux gens qu'il ne faut pas y aller. Et la deuxième, c'est que les restaurants sont aujourd'hui aidés avec de l'argent public. Et le gars qui prend l'argent public d'un côté et qui en même temps fait tourner son restaurant et prend de l'argent des clients, je trouve ça totalement scandaleux. Donc c'est pour ça. Pour le reste, moi, j'ai eu l'occasion de connaître cette invitation, donc je sais qu'elle a existé. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas assisté à aucun restaurant, déjeuner ou dîner dans un restaurant à titre personnel. Étienne Emmanuel, vous avez été sage également ? Moi, bien sûr, ça ne me pose aucun problème d'être sage. Non, mais moi, je partage totalement l'avis de Gérard Rangel. C'est effectivement scandaleux que des gens ne respectent pas les protocoles sanitaires.
Et je veux dire, d'après les éléments, il y a à peu près 5%, puisque les contrôles qui ont été faits aboutissent à 5% de contraventions. Alors voilà, donc il y a à peu près 5% de gens qui ne respectent pas. Mais la règle des 5%, c'est une règle générale. Quelle que soit la règle, vous avez 5% de gens qui ne la respectent pas. Voilà. Il faut rappeler que, comme pour les organisateurs de la fête sur les quais de Saône, c'est un délit de mise en danger d'autrui. Ça peut aller jusqu'à 1 an de prison pour les personnes qui organisent ces soirées clandestines. Emmanuel, vous avez un avis également sur le sujet ? Oui, déjà, je pense que personne n'aura à passer 1 an de prison pour ces raisons-là. Mais effectivement, moi, ça me choque qu'il y ait des dîners clandestins parce que, on l'a dit autour de cette table, ils sont subventionnés quand même pendant la crise. Ils sont même d'après ce que j'entends, plutôt bien subventionnés. Entre le chômage partiel et les aides de l'État et les prêts de l'État, tout ça, ça fait quand même pas mal. Moi, je n'ai pas mis les pieds dans un restaurant pour un dîner ou un déjeuner depuis le début de cette crise. Par contre, je suis allé souvent dans les restaurants où je me rendais auparavant qui font de la vente à emporter. On commande des plats, on va les chercher, on repart avec, etc. Ce qui les fait travailler un peu, même parfois, pour certains, ce qui fait très bien travailler, et ce qui ne remet pas en question les aides et les subventions dont ils bénéficient, je m'en réjouis. Donc, on ne peut pas dire que ce soit la profession la plus touchée aujourd'hui par la crise sanitaire. D'autres s'en sortent beaucoup plus difficilement, et donc il n'y a aucune raison que ceux qui s'en sortent plutôt pas trop mal soient des mauvais élèves. Donc évidemment, je suis très critique par rapport à ceux qui prennent ce type d'initiative. J'en connais pas beaucoup de mon côté. J'ai entendu effectivement ici et là certains organiser des dîners ou des déjeuners clandestins. J'ai pas la sensation que ce soit très répandu, Dieu merci. Mais pour ceux qui le font, effectivement, je serai extrêmement sévère. C'est vrai que Gérard, nous, on a des noms, que ce soit de restaurants ou de participants, on n'a pas de preuves, donc on donne rien, forcément. Mais j'imagine que ces noms-là, la préfecture les a également. D'après ce que j'ai entendu dire ces derniers temps, je connais au moins un restaurant un peu connu en Lyon, dans le 6e arrondissement, qui aurait été sanctionné parce qu'il y avait un repas un soir clandestin. La police a été prévenue, elle a débarqué, elle aurait pris des mesures et il y aurait une fermeture administrative qui aurait été décidée, qui s'appliquera au jour où on pourra rouvrir. Oui, mais des exemples comme ça, il y en a finalement très peu. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un voilà. avec quasi-certitude, j'en ai qu'un. Alors, est-ce que la préfecture est aux fraises ou est-ce que, c'est pas trop sa priorité ? Je pense que la préfecture, elle en a d'autres, mais que personne ne souhaite en parler. Bon, on enchaîne avec du coup une autre priorité de la préfecture et c'est notre dernier sujet du jour, c'est la vaccination contre le Covid-19. Alors le week-end dernier, le Groupama Stadium était transformé en vaccinodrome temporaire à Dessines et notre rédaction à Lyon Mag a prouvé que, contrairement à ce qui était annoncé par le gouvernement, par l'ARS et même par l'Olympique Lyonnais, il était tout à fait possible de se faire vacciner sans avoir l'âge ou les comorbidités requis. Alors plutôt que de jeter les doses livrées en livrant en trop grande quantité, elles étaient bien injectées à ceux qui le souhaitaient. Alors Étienne, vous avez une formation médicale. C'est quelque chose qui vous parle, ça, de ne pas gâcher les doses de vaccin ? Oui, tout à fait. Il ne faut absolument pas les gâcher. Et effectivement, avec le Pfizer qui ne se conserve pas, il faut absolument. Donc qu'il y ait un système annoncé clairement, que les gens aillent... Ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est des rumeurs, des bruits. Et du coup, les gens se déplacent en espérant potentiellement être vaccinés. Oui, c'est sûr que c'est très difficile parce que c'est difficile d'imaginer combien de doses il reste, mais il faut que quand il en reste, il y ait des réseaux, que les gens s'inscrivent, qu'on puisse aussi les appeler au dernier moment sur des portables en disant venez, il va y avoir des doses qui restent, bien sûr, il faut se donner tous les moyens. Il faut bien sûr plus de doses, ça c'est déjà le premier problème parce que la France est quand même dans les pays très en retard en termes de vaccination. Hein, en vaccination complète, on est à 4% en France, on est à près de 60% en Israël, on est à près de 20% aux États-Unis, on est dans des petits pays comme la Bolivie aussi à 20% environ. Donc on voit bien que
qu'un pays aussi important que la France en termes économiques est très en retard en termes de vaccination. Emmanuel, avec Agir, vous êtes partenaire du gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'arrêter cette sorte d'hypocrisie et d'enfin légaliser cette vaccination qui se fait actuellement sous le manteau? Ça se passait au Groupama Stadium. Nous, on a des informations, ça se passe également au vaccinodrome de Gerland. Ça éviterait de jeter toutes ces doses chaque soir. Ils n'en jettent pas. Ah si, ils les jettent, Gérard. Ils en ont encore qui jettent, moi, je ne savais pas. Moi, je suis très choqué d'entendre effectivement que des doses de vaccins sont jetées. D'abord parce que les vaccins, comme disait Étienne Tête, c'est un produit rare, c'est un produit très demandé, c'est un produit qui sauve. Donc on en a tous besoin, on a tous besoin de ça aussi pour retrouver le plus vite possible l'immunité sanitaire dans notre pays. Donc il ne faut pas s'amuser avec ça. Il y a des listes, effectivement, avec des priorités qui sont données à un certain nombre de personnes en fonction de leur activité professionnelle ou de leur âge. Il faut respecter ça, on est tous d'accord. Mais d'un autre côté, effectivement, on a d'abord les vaccins qui ne se conservent pas ou pas très bien. Donc là-dessus, il faut avoir des solutions de rechange ou de repli pour éviter de les gâcher. Il y a d'autres vaccins comme AstraZeneca où les gens ont entendu un certain nombre de choses et ils sont pas très, ils sont plutôt inquiets, on va dire, par rapport à ce type de vaccin. Donc ils annulent. Moi, je connais, pour en avoir discuté avec mon médecin personnel, qui me disait que lui faisait avec AstraZeneca et que sur une journée, il avait 20-30% d'annulation de rendez-vous qui avaient été pris avec des gens qui sont dans la liste de ceux qui doivent être vaccinés et qui disaient non, si c'est AstraZeneca, je préfère attendre que vous ayez un autre vaccin, etc. Donc, se retrouver en fin de journée avec des doses qu'on n'a pas utilisées, c'est scandaleux. Donc, il faut absolument autoriser la possibilité à tout le monde de bénéficier de ces surplus de vaccins plutôt que de les jeter. Gérard, on avait parlé de la vaccination il y a peut-être un mois, quelques semaines, et on a l'impression que depuis ça n'a pas bougé. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas au niveau national. Alors moi, ce qui me rassure simplement, c'est le dernier sondage qui est sorti et qui montre que 75% de la population est aujourd'hui favorable et prête à se faire vacciner. Ça, c'est une très bonne chose parce que n'oublions pas qu'il y a quelques mois en arrière, vous aviez un pourcentage important de gens qui disaient « je ne veux pas me faire vacciner ». Aujourd'hui, on est à 75%, ça va probablement encore un peu augmenter. Ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, je ne connais pas suffisamment le dossier des vaccins. Je sais que je vais réussir à me faire vacciner bientôt. Parce que Félicitations. Je vous en prie. Non, parce que j'ai un avantage sur vous tous, je suis vieux. Oui, mais si je peux faire une parenthèse, c'est un faux débat, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce que ça soit 50, 60 ou 70% des gens qui veulent se faire vacciner, on n'est qu'à 4% de gens vaccinés. Donc, non, mais le fait qu'on a lancé ce débat, que Macron a lancé ce débat, que c'était compliqué en France, parce que les gens ne voulaient pas se faire vacciner, c'était un faux débat pour ne pas parler de l'essentiel. On vaccine tous les gens qui veulent se faire vacciner, et on arrive déjà à des taux de vaccination du pays bien suffisants par rapport aux doses qu'on a. Donc, commençons par tous les gens qui veulent se faire vacciner. Après, on résoudra le problème en septembre de ceux qui sont un peu plus réticents et qui seront d'ailleurs peut-être rassurés à ce moment-là. Messieurs, je vous remercie. On arrive à la fin du temps pour notre émission qui s'achève donc et qui est à retrouver sur lyonmac.com et sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine.